Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue à ce tout autre numéro de décryptage. Et comme vous le savez, tous ou presque, les élections législatives c'est pour très bientôt. Voilà pourquoi il faut parler de ce grand rendez-vous électoral, non pas pour faire campagne, mais pour commencer à projeter les grands thèmes qui pourront constituer les discours de campagne. Bien entendu, nous regarderons la qualité du député, qui est digne d'être député, quelle est réellement sa mission. Si le temps nous le permet, nous décrypterons également le processus électoral en cours. Garantit-il une élection juste, équitable et transparente? Mais aussi, nous parlerons des enjeux politiques et socio-économiques de ces élections législatives. Avec moi sur ce plateau, Vivien Romain. Bonjour et bonsoir. Bonjour Monsieur Perrin. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes juriste et enseignant à l'université de Roussen en France, mais aussi que vous êtes auteur d'un ouvrage que j'ai d'ailleurs ici. Il s'agit de la Constitution congolaise du 20 janvier 2002, de l'anarchie à la démocratie inachevée. Comme quoi il existerait des démocraties achevées. Oui, la démocratie américaine est un exemple parfait d'une démocratie achevée. Pourtant, le plus souvent, on prend des exemples sur la France et vous allez droit aux États-Unis. Comme quoi, la France, il y a encore un petit problème? Alors, il faut dire que toute œuvre humaine est difficilement achevée, mais il faut quand même dire aussi que les États-Unis, c'est la première démocratie constitutionnelle du monde et ces mécanismes tiennent depuis des siècles. Il est quand même mieux de se référer à un pays qui tient depuis des siècles qu'à un autre qui tient depuis 50 ans. C'est bien dommage parce qu'aujourd'hui, le thème de notre entretien, ce n'est peut-être pas cet ouvrage. On y reviendra si vous le souhaitez, bien entendu. Aujourd'hui, nous allons parler des élections législatives qui pointent à l'horizon. Est-il normal qu'on revienne sur les mêmes listes pour parler des révisions des listes électorales? On ne peut pas faire une élection sur les mêmes listes que celle de 2002. D'autant plus que depuis 2002, il y a un certain nombre de choses qui se sont passées. Et il y a des enfants qui sont venus au monde, qui aujourd'hui, depuis 2002, ont 10 ans. Pour les plus jeunes d'entre eux, ils ont 18 ans, c'est-à-dire qu'ils sont majeurs et donc ont l'âge de voter. Il fallait organiser un recensement administratif général de la population, pas seulement pour les élections, mais aussi pour qu'on sache exactement qui vit au Congo. Et à partir de ce recensement, constituer de nouvelles listes électorales. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour une élection juste, équitable et transparente? Il faut maîtriser déjà le recensement administratif. C'est le premier élément pour une élection juste. La maîtrise de la carte électorale, d'abord. La maîtrise de la population votante, et puis par ailleurs la maîtrise du découpage électoral. On peut biaiser une élection rien que par le découpage des circonscriptions. Et ces deux points me semblent assez maltraités jusqu'à présent. Et je pense que le gouvernement et l'opposition institutionnelle n'ont pas fait les efforts conséquents pour qu'on arrive à une situation plus claire et plus juste. On peut très bien se parler, M. Perrin, sans se dire les choses qui fâchent. Vous savez, on a pour coutume au Congo de tout se dire, sauf les choses qui fâchent. Quand vous dites les choses qui fâchent, c'est quoi? C'est-à-dire d'expliquer pourquoi à Talanga, il y aurait 5 circonscriptions et 4 à Makelekele. Voilà les choses qui fâchent. Expliquer pourquoi à Tchétché, on aurait 2 circonscriptions aujourd'hui et on aurait 2 circonscriptions à Diri. Pensez-vous qu'à Diri, il y a plus d'habitants qu'à Tchétché? Il faut vérifier. Y a-t-il pas des critères objectifs qui constituent bien sûr la création de ces circonscriptions, non? Qu'on nous le dise, les Congolais ne le savent pas et nous attendons. Mais je retiens une chose, lorsqu'on a fait le découpage pour la première fois en France en 58, c'était sur un critère simple, la population, la démographie. C'était 93 000 personnes pour un député. Alors, si on part du principe qu'il faut 50 000 habitants pour un député, à Tchétché, nous n'aurons pas 2 députés, nous en aurons 3 ou 4. Et à Talangaï, ils en auraient aussi 3 ou 4, et non pas 5 et 2 chez nous. Parlons donc de la classe politique. Quelqu'un nous disait que la population ne se reconnaît plus en cette classe politique, ce qui justifie d'ailleurs les abstentions, ou sinon les gens ne vont plus au vote. Et il y a un taux très élevé d'ailleurs d'abstention. Vous êtes d'avis? Évidemment. Évidemment. Encore un exemple. En 2007, l'actuel député de Tchétché, le sortant, a été élu avec environ 2000 et quelques voix, sur un total de 33 000 inscrits. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 33 000 inscrits, le député est élu avec 2000 et quelques voix. Alors, il est sans doute légal, parce que l'élection était organisée par l'État, mais il est illégitime. Parce que la légitimité, c'est le nombre de votants qu'il confère. Alors, évidemment, si nos députés d'aujourd'hui ont pour seul message politique « venez boire »,
il est normal que les Congolais lucides n'aillent pas vers les urnes. Il faut donc que la classe politique fasse un peu plus d'efforts que d'acheter des primous. Mais est-ce que vous pensez qu'il est responsable pour un citoyen de s'abstenir ou de ne pas aller voter parce qu'il ne croit plus en cette classe politique? Il me semble que les citoyens ont toujours raison. Parce que vous savez, en démocratie, le peuple est le seul véritable détenteur du pouvoir. Et lorsque le peuple décide de ne plus se rendre aux urnes, il ne s'agit pas de jeter la pierre au peuple. Il s'agit aux dirigeants politiques de réfléchir, de se demander pourquoi les citoyens ne leur font plus confiance. Quel bel exemple de démocratie en 92. Lorsque des millions de Congolais se sont déplacés élire Pascal Lissouba. Quel bel exemple de démocratie. Nous n'étions pas dans un pays, nous n'étions pas en France en 92, cher monsieur Perrin. Nous étions encore au Congo. Pourquoi le Congolais de 92 se déplaçait aux urnes et celui de 2002 dort chez lui? C'est quand même aux dirigeants politiques de se poser la question. Lorsqu'on part du MAR pour aller au PCT, sans demander l'avis de quiconque, pensez-vous que les Congolais sont aussi idiots que ça? Qui n'ont pas compris le jeu? Maintenant que les 40 sont presque cuites, est-ce que aujourd'hui on peut parler de la qualité du député? Parce que de toute façon, l'élection aura lieu. Qui est digne d'être député et quelle est réellement sa mission? Alors, je n'ai pas la prétention de dire ici qui serait digne d'être député. Parce que je pense que c'est aux Congolais de décider, au souverain primaire de dire... Vous savez, il y a un adage célèbre qui dit qu'un peuple ne mérite que les élus qu'il a. Bon. Donc c'est au peuple, si le peuple vote réellement, de choisir ses députés. Mais on peut, par rapport à quelques indices, dire ce qu'est doit être un député. Quelle est la mission d'un député? Et de ce point de vue, les choses sont assez simples. Le député a une double mission. Alors la première chose, c'est qu'il est un législateur. C'est-à-dire que sa mission est de faire la loi. Non pas seulement de voter, mais aussi de faire la loi, de proposer la loi. Vous savez, monsieur Perrin, qu'en 2012, il n'y a pas eu plus de 2 lois proposées par des députés. Ces messieurs, je dis messieurs parce qu'en plus notre Assemblée nationale et le Sénat est composé à plus de 90% d'hommes, encore une fois. Ces messieurs qui touchent des indemnités énormes, qui viennent s'asseoir sur les bancs de l'Assemblée du Sénat, ne sont pas fichus de voter plus de 5 lois annuellement. Toutes nos lois votées sont d'origine gouvernementale. Alors, législateurs, pourquoi? Dirions-nous qu'au Congo, nous avons des législateurs? Non, nous avons des commis du pouvoir exécutif. Deuxième chose, le contrôle de l'action gouvernementale. Vous avez été écœuré comme moi, je pense comme l'ensemble des Congolais, par rapport aux événements du 4 mars. Avez-vous suivi une seule interpellation courageuse du gouvernement à l'Assemblée nationale ou au Sénat? Une seule interpellation courageuse dans un pays où il y a eu 300 morts? Aucune personne n'a été démise de ses fonctions par le chef de l'État? Vous avez entendu un seul député? La justice devait faire son travail. Quelle justice? Il me semble que les personnes qui ont été interpellées ont été interpellées par une commission politique dirigée par le ministre Oba. Peut-être que je me trompe. Vous pensez que c'est la justice? Ils ont été transférés ensuite. Lorsqu'on veut que la justice fasse son travail, on commence par désigner un juge d'instruction. Et c'est ce dernier qui enquête avec les officiers de police judiciaire. Ce n'est pas une commission politique qui met les gens aux arrêts. C'est pas la démocratie, ça. Hein. C'est autre chose. Hein. J'attends qu'on nous explique. Est-ce que vous pensez que c'est cela une campagne électorale législative, des aides sociales, des dons et autres? Mais c'est la course à celui qui achète les plus de bières. À ce jeu, nous aurons, c'est pour le propriétaire de ces belles hôtels qui sera député, puisqu'il me semblerait que ce monsieur soit riche. Nous aurons tous les riches du Congo qui seront députés. Et tous ceux qui ont des idées ne pourraient pas l'être, puisqu'il faut faire des dons, puisqu'il faut acheter des bières. Croyez-vous qu'on va juger la qualité du pays par le nombre de bières achetées ou par le nombre de moustiquaires offerts? Et qu'est-ce qui devait constituer évidemment les thèmes de campagne? Un programme politique. Les choses sont assez simples. Alors, nous ne sommes pas en campagne, mais écoutez, lorsque vous êtes député du PCT, que vous vous présentez au suffrage, n'achetez pas les bières. Il faut dire une chose très simple. Je suis député du PCT, je soutiens l'action du président de la République. Voter pour moi, c'est voter pour le président de la République. Voilà. C'est très simple quand on est candidat du PCT. Lorsqu'on est candidat de l'opposition, c'est de dire le président de la République ne travaille pas bien depuis des années, les Congolais sont au chômage massivement, il faut donc voter contre ces députés pour qu'il n'y ait plus de marge de manœuvre à l'Assemblée nationale. C'est très simple. On n'a pas besoin d'acheter des bières pour dire les choses aussi simplement. Je peux vous dire que les Congolais comprennent très bien. Ils comprennent très bien alors qu'on les voit partout, c'est les mêmes qu'on retrouve partout. Il y a des meetings politiques qui reçoivent. On se trompe. On fait une très mauvaise analyse sociologique de la population congolaise. J'ai tendance à penser que si ce que vous dites, M. Perrin, était juste, les députés seraient élus avec des milliers de voix. Or, j'ai encore le souvenir qu'en 2002, dans mon quartier, le député élu, père à son âme, c'est un monsieur qui est décédé aujourd'hui, un monsieur respectable, avait obtenu 1000 voix. Il avait été élu avec 1000 voix. Sur combien? Sur environ 30 et quelques mille inscrits. Et les 29 000 autres personnes, ils ont été décédés au cours des deux tours de l'élection.
ou ils ne sont pas allés voter. Quelle est donc la conséquence d'un député qui se fait élire avec moins de voix? Aucune conséquence. Il y a des pays où l'élection est annulée. Chez nous, et moi je respecte la loi, chez nous on peut être élu avec 500 voix, l'essentiel c'est d'arriver en tête. Et posons-nous la vraie question, la seule qui vaille. Est-ce que, pourquoi les Congolais ne vont plus voter? Parce que la question de l'abstention, on n'en parle pas, on fait comme si on n'en parle pas. Pourquoi ils ne vont plus voter à votre avis? Mais c'est parce que leur voix ne compte plus, les résultats sont connus d'avance. C'est une façon de voir les choses que je partage. Mais je pense qu'il y a une autre façon de voir les choses. C'est qu'on ne leur parle pas. C'est-à-dire? Vous savez, une élection c'est un moment de rêve. Il faut faire rêver un électeur, lui dire « Monsieur, vous êtes à la retraite, votre vie a été dure, mais celle de votre fils sera meilleure que la vôtre. » Mais si on veut vous dire « Monsieur, vous êtes un miséreux, prenez un sachet d'huile avec un peu de riz et une boîte de tomates et allez voter pour moi le 15 juillet. » Évidemment, il n'ira pas voter. Bien sûr qu'il n'ira pas voter. Parce qu'il n'a pas besoin de vous pour manger, pour acheter un bol de riz. Il n'a pas besoin de vous pour, soi-disant, porter une chemise en pagne. Il faut que les politiques se remettent à parler au peuple. À leur dire, voilà ce que nous voulons faire pour l'école. L'école est un défi. Si moi je suis élu, je me battrai pour que dans notre école, dans notre quartier, nous ayons des bonnes écoles, avec des bons enseignants, avec des élèves. Vous trouvez normal qu'au Congo, les gens, ce sont les étrangers qui vont mettre les enfants dans les écoles publiques? Vous trouvez un taximan qui gagne, je ne sais combien par jour, un métier noble et courageux. Mais même le taximan qui ne gagne pas grand-chose veut mettre son enfant à l'école privée. C'est certainement un effet de mode, non? Non, c'est parce que tout le monde a compris que l'école publique ne vaut plus rien. Vous savez, les Congolais sont plus lucides qu'on veut bien le croire. Ils sont comme vous et moi, ils se renseignent. Ils voient les enfants, ils sont assis à même le sol parfois. Et donc ils se disent, ils veulent l'avenir de leur enfant. Je vous parle de l'école, mais je peux vous parler de l'hôpital. Je peux vous dire, vous êtes dans la ville de Pointe-Noire comme moi, M. Perrin. Vous savez s'il y a une bibliothèque municipale dans la ville où les jeunes peuvent aller lire? Bibliothèque municipale. Vous parlez de l'hôpital. Vous savez très bien que donnez-moi le nom d'un seul dirigeant politique ce soit au Congo. J'étais à 2 mois au Maroc, j'en ai vu 40. Pourquoi ils ne se soignent pas chez eux? Vous verrez Chirac venir se soigner à Congo-Malem ou Sarkozy à l'hôpital Assissé. Pourquoi? À votre avis, pourquoi? Pourquoi le Congolais lambda doit se soigner à Mawata, maltraité, mal soigné, et monsieur je ne sais qui, directeur de la SNE, va se soigner au Maroc? Vous croyez que ces Congolais n'ont pas droit à la vie? Vous croyez qu'ils n'ont pas droit aux dividendes du pétrole, comme les belles voitures des Prado qu'on achète? Et qu'est-ce qui devait constituer exactement le choix d'un candidat par rapport à un autre pour les électeurs, bien entendu? Le message politique, l'espoir qu'un candidat doit susciter, le réalisme de son programme politique. Vous savez, il y a des choses que l'on peut faire. Comment expliquez-vous? Je vous parle de ça parce que c'est une situation qui me tient moi à cœur, personnellement. Vous trouvez des familles entières où les enfants sont mis dans la rue par un oncle véreux qui veut hériter les biens d'un papa. Aux yeux et au su de tout le monde. Alors que le code de la famille, au Congo, prévoit que 50% des biens doivent revenir systématiquement aux enfants. Mais vous avez tant d'enfants dans la rue. Mais que fait la loi? Que fait l'État pour retrouver des enfants orphelins dont le père avait travaillé toute sa vie et dont le fruit de son travail est jeté en pâture par des véreux petits frères, grands frères, tantes, que sais-je encore? Quel est le rôle de l'État? On pourrait s'entendre sur des questions comme ça. Si on ne peut pas s'entendre sur des questions économiques, puisqu'apparemment le pouvoir est hostile à toute discussion sur l'économie ou sur la gestion du pétrole, entendons-nous au moins sur les questions des sociétés, au moins sur les questions du tribalisme, au moins sur les questions de société, on peut au moins s'entendre. Est-il normal dans un pays comme le Congo que dans toutes les entreprises publiques, que les dirigeants reviennent tous du même coin du pays? Est-il normal? Au nom de quoi? Parce que je m'appelle Manango, je peux être directeur d'entreprise publique. Vous trouvez ça normal? On ne peut pas s'entendre sur ces questions-là? Le Congo n'est-il pas le bien à tous? Pourtant, l'article 8 de la Constitution est bien clair là-dessus. Il exclut toute discrimination sociale, raciale et ethnique. Mais curieusement, même dans le choix des candidats, dans les partis, on a l'impression qu'on a toujours pris un candidat de ce coin, c'est-à-dire originaire de cette ethnie, sinon qui peut faire l'appréciation de ses parents. Vous savez, les faits sont têtus. Et on le constate encore. Prenons la liste de l'UPADES, prenons la liste du PCT et du MCDD. Regardons, pour vous dire que ces partis ne servent plus à rien. Regardons, monsieur Mvouba est candidat où? À Kindamba, chez lui. Monsieur Kikingeso est candidat où? À Oyo, chez son père, donc chez lui. Monsieur Tsatima Biala, patron de l'UPADES, est candidat où? À Lodima, chez lui. Mais monsieur Kikingeso peut être candidat à Tchétché, il est congolais. Mais est-ce qu'il y a un moyen pour arrêter cela?
Il n'y a pas de moyen juridique, malheureusement. Il n'y a que la volonté politique. On ne peut pas dire à un candidat, vous ne serez pas candidat dans quel quartier, sous prétexte que vous êtes originaire ou pas originaire. Je plains le juriste qui aurait l'imagination d'inventer une telle disposition. Mais on peut au moins compter sur la volonté politique. S'il était question de faire un pré-bilan de cette assemblée qui va déjà presque à la fin de son mandat, que dirait-on? J'ai écrit dans un article que j'ai publié dans des ouvrages, dans des revues scientifiques, que l'Assemblée nationale au Congo n'était pas, non pas une caisse de résonance, parce que ce n'est même pas une caisse de résonance. L'Assemblée nationale au Congo était un commis de l'exécutif au service des intérêts clientélistes. Je sais que j'ai été assez dur et sévère, mais j'ai essayé, j'ai pas pu trouver autre chose à dire. Bah pourquoi? Pour une raison très simple. Les erreurs, le gouvernement en a accumulé. L'échec du gouvernement est une évidence. Sur le chômage, sur le pouvoir d'achat, le gouvernement Sassou est un échec. Quel a été le contrôle et l'évaluation des politiques publiques pendant les 5 ans? Est-ce qu'un seul jour, un député de l'opposition ou de la majorité présidentielle, un seul jour, a interpellé le gouvernement sur les politiques publiques ciblées sur le chômage? Et je regardais la dernière fois le ministre Mungala qui est allé à Sibichi faire don à l'hôpital. Ça veut dire que l'État ne fait pas son travail. Oui. Le ministre des télécommunications qui vient faire don des lits à l'hôpital. Mais où est le ministre de la Santé? Il vient le faire à titre personnel. Mais que fait le gouvernement? Monsieur Perrin. Mais au fait, lorsqu'un ministre vient faire don, est-ce que c'est réellement un don? Parce que nous avons vu également les ministres, soit-il de l'enseignement, qui vient faire don des tables bancs. On dit don de ministre. Les tables bancs, quand on inaugure une route, on parle d'un don du président à la population. Finalement, la différence entre le don et la vraie mission de... Très bonne question. Ça veut dire que nous sommes des mendiants. Ça veut dire que ces gens prennent des Congolais pour des mendiants. Notre argent à nous tous, parce que c'est notre argent à nous tous, le pétrole n'appartient pas au PCT ni à M. Sassou. Le pétrole appartient à tous les Congolais. Il existe bien avant que M. Sassou soit au pouvoir. Il n'est pas arrivé en 79 comme par hasard parce que Dieu a béni le Congo le jour où Denis Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir. Le pétrole est arrivé bien avant. Et M. Sassou le sait. Évidemment, puisqu'il dit lui-même qu'il a créé un compte épargne pour faire profiter les générations futures. Ça veut dire qu'il sait que le pétrole n'appartient pas au PCT, qu'il appartient aux Congolais d'aujourd'hui et même ceux de demain. Et ils viennent faire des dons. Mais avec l'argent de qui? Ils ont eu l'argent où? Attendez, il y a des choses qui sont assez incroyables. Lorsqu'il y a eu les événements du 4 mars à Brazzaville, bon, tous les Congolais étaient émus. Moi, à ce moment-là, je n'étais pas au Congo, je suis venu quelques temps après. Mais je peux vous dire que partout, il n'y a pas, on a dépassé nos clivages ethniques. Les gens parlaient d'une seule voix. C'était de regretter ce qui est arrivé à notre pays. Bon. Et puis tout le monde, nous en France, on a cotisé, pour certains, pour payer certains. En tout cas, il y a eu des élans de solidarité énormes. Et puis on regardait la télé. Et puis un jour, j'ai vu mademoiselle Claudia Nguesso, Claudia Limbumba, qui est venue avec des conteneurs. Il a fait venir un avion affrété de Namibie. Bon, c'est très bien. Ça coûterait d'ailleurs très cher. Oui, mais où est-ce qu'elle a trouvé l'argent? Et les conseillers en communication du président de la République? Je veux bien savoir combien elle gagne, cette dame. Comment fait-elle pour affréter autant de choses? Qu'on nous dise que c'était au nom de la présidence, je veux bien comprendre. Mais qu'on nous dise que c'est la présidente de l'association de Demain le Congo, mais où trouve-t-elle l'argent? Où trouve-t-elle l'argent? Moi, je veux bien avoir l'argent comme ça pour aider les Congolais. Moi, je peux vous dire. Hein. Et je suis sûr que vous ferez la même chose que moi. Où trouve-t-elle l'argent? Combien gagne-t-elle? C'était pareil pour M. Kiki Nguesso. Il a fait venir des médecins de l'Afrique du Sud, je ne sais pas d'où. Ils trouvent où l'argent, ces gens-là? C'est des gens qui travaillent, ils ont de l'argent et c'est quand même la famille présidentielle. Il y a une définition de l'État, famille présidentielle, c'est une administration, la famille présidentielle? C'est une administration publique, la famille présidentielle? Il y a une définition quelque part, famille présidentielle? Lorsqu'on est Congolais, on a les mêmes droits et on a les mêmes devoirs. Pensez-vous que les aides conseillers du président gagnent la même chose? Pensez-vous que Mme Limbumba Nguesso gagne autant que M. Bakabadjou, qui est conseiller à l'enseignement du président de la République? La République, c'est la fin des privilèges. C'est le mot de la fin? Ou peut-être une préoccupation, une question qu'on n'a pas posée, mais un message que vous souhaiterez bien passer? Il faut que les Congolais arrêtent de penser, arrêtent d'être résignés. Il ne faut pas se résigner.
Je suis convaincu que la démocratie est plus forte que l'intimidation. C'est la fin donc de notre entretien ce soir qui a porté évidemment sur la projection, les thèmes de campagne, les législatives qui pointent à l'horizon. J'ai bénéficié de la collaboration d'Aden Zambi à la caméra et si l'espace vous a plu, le décor, c'est bien entendu l'hôtel Le Ruisseau qui nous a accordé son espace non loin de l'aéroport. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement. Merci.